Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour LFNA TV, la seule émission qui décortique en profondeur l'actualité du football en Nouvelle-Aquitaine. Au programme, ce soir, nous allons partir à la découverte du FC Bassin d'Arcachon grâce à un Focus Club. Nous allons vous proposer le résumé du match de National 2 entre Angoulême-Charente et la réserve du FC Lorient. Il y aura également un résumé du match entre la jeunesse athlétique d'Île et l'étoile sportive Aiglon-Bréviste. Et puis nous irons à la rencontre de l'entente sportive Celles-sur-Belle-Vérine, un club qui a choisi d'opter pour le synthétique afin de continuer à grandir et notamment de s'adapter aux nouvelles pratiques du football. LFNA TV numéro 87, 87 comme la Haute-Vienne, mais également comme l'une des générations du football français les plus brillantes, Karim Benzema le Ballon d'Or, Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa, Samir Nasri, que des 87. LFNA TV numéro 87, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un coup de chapeau à Hakim Mahaoudi, l'arbitre néo-aquitain, licencié à l'Union Étoile Sportive de Montmorillon dans le district de la Vienne, qui a remporté la première édition de la Coupe de France des arbitres La Poste, une compétition dédiée aux arbitres amateurs. Bravo à cet arbitre qui fait la fierté de l'arbitrage néo-aquitain. On aura d'ailleurs la semaine prochaine un rendez-vous avec Hakim Mahaoudi, avec Rémi Savary, et puis nous partirons également à la découverte du club de Montmorillon. Soyez présents lundi prochain dans LFNA TV numéro 88 pour ces deux reportages. On continue l'émission avec la Ligue 2 et un match capital ce soir pour les Girondins de Bordeaux qui vont recevoir Grenoble à 20h45 au Matmut Atlantique, match de clôture de la 32e journée de Ligue 2 BKT. Les hommes au scapulaire qui ont un petit peu la pression puisque Metz a encore gagné. Metz qui est allé gagner 3-1 sur la pelouse de Saint-Etienne. Metz qui a chippé la deuxième place au club au scapulaire. On écoute David Guillon qui lui est très vigilant, très concentré avec son groupe avant d'aborder cette rencontre et le sprint final. On l'écoute au micro de Girondins TV. Faut être vigilant et vous avez bien compris et maintenant mon discours d'avant-match. Et malheureusement, quand on s'était vu en conférence de presse, les faits m'ont donné raison. C'est un groupe avec lequel il faut être très exigeant. Je reste très exigeant. Je suis sans cesse derrière eux, en train de surveiller le moindre relâchement, parce que c'est ça qui va nous attendre pendant ces 7 matchs, et on doit rester dans cette lignée-là qu'on s'est fixée, qu'on a mis en place déjà depuis pas mal de semaines. On l'a dit, le groupe avance, le groupe progresse, mais voilà, il y a cette échéance avec de la pression qu'il faut vivre avec, et je me dois d'être derrière mes joueurs, toujours exigeant, parce que je sais que la solution, elle sera toujours sur le terrain et avec le jeu. Et je suis convaincu que voilà, on est maître encore évidemment de notre destin, et pour ça, il faut continuer à être maître du jeu. Et pour être maître de son destin, il faut gagner ce soir 20h45 face à Grenoble au Matmut Atlantique. Les autres résultats des clubs néo-aquitains dans cette 32e journée de Ligue 2, vous allez le voir avec des scénarios contraires. La victoire 2-1 du Pau FC face à l'en avant Guingamp grâce à des buts d'Henri Cévé et de Begraoui pour Pau. Niort de son côté, 2-1 également, mais en défaveur du club niortais qui s'enfonce dans la crise. Défaite face à Caen. Et conséquence au classement, Niort reste lanterne rouge évidemment. Vous allez le voir tout d'abord en haut de tableau. Bordeaux s'est fait chipper la deuxième place avec 2 points de retard sur Metz et 4 points d'avance sur le 4e Sochaux. Un classement toujours dominé par le leader Havre avec 65 points. Pau est 13e avec 40 points. La barre des 40 points très importante dans l'optique du maintien a été atteinte pour les joueurs de Didier Tolo. Et puis Niort 20e et lanterne rouge avec 27 points. Je vous rappelle que lors de la 33e journée, les 3 clubs de Nouvelle-Aquitaine seront en déplacement samedi à 19h. Bordeaux va aller à Valenciennes. Niort se rendra samedi à Grenoble. Et puis toujours samedi à 19h, Pau rendra visite au Croco nîmois. On continue cette émission avec le Focus Club de la semaine et nous filons dans le district de la Gironde à la découverte du FC Bassin d'Arcachon, un club issu d'une fusion avec Arcachon, Gujan-Mestras et la Teste de Bûche, un club qui a vu passer sur son banc
des attaquants de renom. On pense à Jean-Pierre Papin qui avait commencé sa carrière d'entraîneur sur le banc du bassin d'Arcachon, lui le Ballon d'Or, ou encore Steve Savidan qui est aujourd'hui tout simplement retraité du poste d'entraîneur, mais qui est passé par le bassin. Il y a également Marvin Essor, ancien joueur professionnel passé par Clermont, qui actuellement dirige cette équipe, qui compte sur un attaquant de prestige, puisque Sloan Prival, ancien buteur de Sochaux, fait partie de l'effectif de Marvin Essor. Partons ensemble à la découverte du FC Bassin d'Arcachon grâce à ce Focus Club signé de notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier. Oui, puis moi pour mon vécu, j'ai toujours eu ce mélange entre jeunes et puis anciens. Je pense que c'est une belle alchimie, je le répète assez souvent, c'est que le foot c'est le paradigme de notre société et en fait on vit mieux ensemble. Donc se projeter sur un projet à notre étage, il faut avoir de l'humilité quand même, c'est-à-dire on reste humain, il faut mettre la part humaine. Les anciens ont à apporter aux jeunes et les jeunes apportent aussi aux anciens. Donc oui, en tout cas nous dans notre idée c'est de pouvoir déjà créer un club multi-potes, surtout sur tous les étages de notre société actuelle. Et pour le moment on se débrouille plutôt pas mal, on avance bien, il y a du monde au stade. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de monde, donc ça veut dire que, comme je répète aux joueurs, nous le samedi c'est comme si c'était une scène. Des personnes viennent pour voir des buts et puis avec ça des victoires. Généralement on est servi ici, donc il y a eu très rarement des 0-0. Je ne sais même pas s'il y en a eu d'ailleurs. Donc il y a toujours eu du but, donc c'est toujours bon signe. Marvin qui me sondait depuis quelques temps. Et puis je lui disais, il me parlait du club, il me parlait de l'environnement, de la suite de carrière, tout ça. Et puis je l'ai écouté, après on s'est eu souvent au téléphone. Mais moi j'attendais un petit peu par rapport au... Là c'était avant la fin du mercato. Hein. J'attendais un petit peu voir les possibilités que je pouvais avoir. J'en ai eu, mais surtout prendre la bonne parce que je voulais pas faire n'importe quoi non plus. Et puis c'était un projet, c'était quelque chose qui remplissait beaucoup de critères. Et puis voilà, on s'est retrouvé du plaisir et retrouver des personnes qui me veulent. Et puis voilà, c'était un bon projet pour monter. Il y avait quelque chose parce que moi j'avais envie de continuer et puis être compétitif. Et je suis venu aussi il m'a dit de venir aussi pour encadrer les jeunes, pour l'expérience, pour mettre cette expérience avec Chris et les personnes qui ont, on va dire la trentaine, hein, pour faire évoluer les joueurs et puis le club par rapport à notre expérience qu'on a eue en professionnel. Puis je connaissais Marvin, on a joué ensemble à Clermont, on a toujours gardé contact. Chris Lombard, on a toujours gardé contact. On a joué l'un contre l'autre quand j'étais à Sochaux, il était à Reims. Il y a un président qui est nouveau, je crois qu'il est là depuis un an et demi, qui a cette ambition-là de vouloir monter. Et des jeunes qui sont à l'écoute et qui veulent progresser et continuer à gravir des échelons. Donc tout ça réuni, ça donne un beau cocktail, hein, comme on dit.
Non, 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 pas du tout. Il m'a demandé juste comment ça se passait au niveau du club, parce qu'il ne connaissait pas les clubs. Et je pense que tout joueur demande ces questions, même dans les clubs pro. Par exemple, même moi, quand je suis allé au Paris FC ou autre, je demandais à des connaissances comment c'était le club, pour savoir où on met les pieds. Donc il m'a juste demandé ça et je lui ai dit comment c'était le club. Et il a foncé direct parce que après, je pense qu'il avait confiance à me dire. Et je pense qu'il n'est pas déçu. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit avant, mais je pense qu'il n'est pas déçu. C'est franchement un club très structuré et qui a de l'ambition et qui a envie d'aller plus haut et progresser. Donc quand on a cette envie et il y a des personnes compétentes pour se donner les moyens pour le faire, ben, normalement ça marche. Après, dans combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les têtes pensantes du club font en sorte que le club va grandir et veut grandir. Il va apporter beaucoup de présence dans la surface. C'est un joueur athlétique physiquement dans la surface, sur la tête. Il sent les ballons où ils vont tomber. Donc le match précédent, c'était ça. C'est où il y avait le centre, il a su couper pour marquer les buts. Et ensuite, il va nous apporter l'expérience nécessaire pour parler aux joueurs offensifs, pour dire où il faut la mettre, à quel moment, le tempo. Donc c'est très important pour nos attaquants, je pense qu'ils sont en plus jeunes. Donc il va apporter beaucoup. Aujourd'hui, son apport, il est aussi sur sa dimension humaine. Slo, je l'ai connu, ça va faire bientôt 10 ans. Et voilà, pour preuve que dans ce milieu-là, on croise beaucoup de personnes. Mais unanimement, on l'a vu, même son arrivée, énormément applaudi par un maximum de personnes sur les réseaux. Donc, en prenant Swan, c'était sûr qu'on passe aussi indirectement dans une autre manière d'aborder les choses au sein du club. C'est pas facile de faire ce genre de joueur, déjà d'une part. Donc ça, il faut féliciter tout le côté du club administratif. Parce qu'il y a des risques, il y a des investissements, il y a tout ça. Mais bon, lui, une chose est sûre, c'est qu'il va le rendre sur le côté humain. Et ça, c'est la première de base, parce que ça profite au club, mais ça profite aussi au championnat. Superbe Focus Club consacré au bassin d'Arcachon, un Focus Club comme tous les autres que vous pouvez retrouver en replay évidemment sur les différents réseaux sociaux, notamment la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Vous commentez, vous partagez comme vous le faites d'habitude. Après ce Focus Club, place aux résultats, au calendrier, aux conséquences, au classement en National 2 et National 3. Et on débute avec le National 2. On jouait ce week-end la 25e journée du groupe D, le groupe D qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine et vous allez le voir, des résultats intéressants pour pas mal de clubs néo-aquitains puisqu'il y a eu 3 victoires en 4 matchs. Trélissac est allé s'imposer à Vierzon 2-0, la victoire du Stade Bordelais 2-0 face à Bourges Foot 18 et la victoire de Bergerac-Périgord 2-0 face à la réserve du FC Nantes. Le seul club de Nouvelle-Aquitaine qui a empêché un grand chelem, c'est Angoulême-Charente qui malheureusement s'incline à domicile face à la réserve du FC Lorient, défaite 1-0 de l'ACFC. Le résumé de ce match entre Angoulême-Charente et la réserve du FC Lorient vous est proposé par notre correspondant en Charente, Touami Nassiri. On a remis le navire sur la bonne voie. On avait perdu à Bergerac, donc voilà, c'était important de se remettre sur une bonne dynamique. Maintenant, il faut aujourd'hui mettre les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre à Nantes. À Nantes, on a été efficace, solidaire, on a été très bon dans les transitions. Donc il va falloir d'abord être bon dans le contenu pour pouvoir éventuellement espérer prendre les 3 points contre Lorient, qui est une belle équipe de N2, qui a des jeunes joueurs, mais qui est là depuis longtemps, qui peut paraître un peu comme un dinosaure de la division, puisque ça fait un paquet d'années qu'ils sont sur cette N2 et ils finissent toujours dans les très bien classés. Donc voilà, ça va être une belle partie à voir et j'espère qu'à la fin, ce sera nous qui serons à compenser des 3 points.
Le coup d'envoi est donné par la réserve du FC Lorient face aux Angoumoisins de la CFC. Les Lorientais sont les premiers à se porter dangereux à la 3e minute. C'est le poteau qui sauve la défense angoumoisine. La réaction ne se fait pas attendre sur le coup franc de Thierry Lemaître qui trouve la tête de son capitaine Alexandre Mourabit mais qui n'est pas cadré. Sur une passe en profondeur d'André Keyoubi, Geoffrey Beau n'arrive pas à ajuster sa frappe qui passe au-dessus du portier adverse. Les supporters sont toujours présents pour encourager la CFC ici à Angoulême. Ça pousse du côté de la CFC et sur ce mauvais dégagement, Kevin Perrin n'arrive pas à trouver le cadre. C'est à la 46e minute sur ce coup franc de Matao Bébé Chaké, bien remis en jeu et qui trouve Junior Croupi qui ouvre le score ici à Angoulême dans les arrêts de jeu de cette première période. Et c'est ainsi que l'arbitre de la rencontre envoie les deux équipes au vestiaire avec un avantage pour les hommes d'Arnaud Leland. Et c'est au tour des Angoumoisins de donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est bel et bien les Lorientais qui se portent encore dangereux sur cette frappe de Junior Croupi qui frôle la transversale du portier adverse. Ces derniers tentent de revenir au score sur ce coup franc qui n'inquiétera pas le portier lorientais. Une nouvelle fois, la CFC a l'occasion de revenir au score sur cette tête de Thierry Lemaître, mais le gardien adverse est sur la trajectoire du ballon. Les visiteurs sont tout proches de marquer un second but sur ce centre de Gino Kaoki. Erwan Kola manque l'immanquable, bien géré par le défenseur angoumoisin André Keyoubi. À la 87e minute, Godfred Bekoé a la balle d'égalisation, mais sa tête est bien arrêtée par Eddy Ellinger dans la fin de ce temps réglementaire. Et c'est l'arbitre de la rencontre qui siffle la fin de ce match et permet au FC Lorient de l'emporter 1-0. Oui, c'est sûr, c'est une défaite assez dure à encaisser. Parce qu'on s'est donné à cœur de faire une série, surtout qu'il nous restait 3 matchs à domicile, on avait à cœur de gagner devant le public. Parce que c'est vrai qu'on prend plus de points à l'extérieur qu'à domicile et on essaye que les prochains matchs, en tout cas, on peut remporter les 3 points. Elle est importante dans le sens où on restait sur plusieurs semaines, 6, 7 ou 8, je ne sais plus très bien, sans victoire. C'est pour ça qu'elle est importante parce que elle nous permet quand même de nous maintenir avec un petit groupe d'équipes qui va peut-être jouer le maintien, donc de rester, on va dire, en vie après ce match-là. Pour nous, c'est important, ça va donner une situation intéressante pour les jeunes joueurs à gérer. Aller chercher un maintien, c'est toujours mieux quand on est là-haut, mais aller chercher un maintien avec des matchs en jeu, c'est ce qui va nous rester sur les 5 derniers matchs. En fait, chaque match va être important, donc ça peut être formateur pour eux pour la suite. Donc elle est importante pour le classement, elle est importante pour eux dans leur cursus de développement aussi. Il y a plusieurs points qui font que cette victoire elle est importante. C'était le résumé de la rencontre entre Angoulême-Charente et Lorient par Touami Nassiri. Vous allez le voir, les conséquences sont nombreuses au classement de ce National 2 avec une très belle opération pour les hommes d'Erwan Lanuzel puisque Bergerac-Périgord profite des résultats du week-end pour s'emparer pour la première fois du fauteuil de leader. Bergerac avec 44 points désormais, un petit point devant Vendée-les-Herbiers, 3e le Gol FC, 4e Romorantin, 5e Saumur, 6e Angers, 7e Angoulême-Charente qui redescend un petit peu, Trélissac est 9e avec 35 points et puis dans le bas de tableau évidemment 14e place pour le Stade Bordelais qui compte 25 points devant Moulins-Isère qui est 15e et la Lanterne Rouge qui reste le FC Vierzon avec 20 points. Il va y avoir des matchs très importants le week-end prochain. On passe au calendrier de la 26e journée qui pourrait s'annoncer décisive ou presque pour la fin de la saison puisqu'il va y avoir le déplacement d'Angoulême-Charente à Andrézieux
Boutéon vendredi soir. Il va y avoir un match crucial et très très important, un match qui vaut de l'or entre le Gaulle FC et Bergerac-Périgord, deux équipes qui occupent actuellement une place sur le podium. Le Stade Bordelais sera en déplacement sur la pelouse du SO Romorantin et puis Trélissac peut jouer les troubles fêtes puisque Trélissac va recevoir Vendée les Herbiers. Forcément, on vous donnera les résultats la semaine prochaine dans l'émission et on espère que tout va bien se passer pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Après le National 2, direction un cran en dessous, le National 3. Et on jouait ce week-end la 22e journée de championnat. Voici les résultats qui s'affichent en tableau grâce à notre réalisateur Paul Maison-Regnault. La défaite de Neuville à l'extérieur sur la pelouse de Châtellerault 3-0. Il y a eu pas mal de buts ce week-end avec un carton en faveur de Libourne contre l'ES Guérétoise 5-0. Carton également en faveur de Chauvigny face à l'Aviron Bayonnais FC 4-0. 2-0 pour Porte-Entre-deux-Mers contre la réserve des Girondins de Bordeaux. 2-1 pour les Jeunets d'Anglet face au Stade Montois. 2-0 pour l'US Lèche Cap-Ferré face au Stade Poitvin et puis 2-0 également en faveur du Pau FC dans le match des réserves contre la réserve des Chamois niortais. Conséquence de cette journée au classement, Libourne reste en tête avec 6 points d'avance toujours sur l'US Chauvigny. Attention, Libourne a un match en plus par rapport à Chauvigny en raison de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. 3e les Jeunets d'Anglet, 4e la réserve du Pau FC, 5e Châtellerault, 6e la réserve des Girondins de Bordeaux avec 32 points, 7e Poitiers avec 30 points, tout comme l'Aviron Bayonnais FC, 9e l'US Lège Cap-Ferré avec 29 points, 10e la réserve des Chamois niortais 27 points, 11e Porte-Entre-deux-Mers 22 points, 12e le CA Neuville 21 points et puis très loin derrière on retrouve le tandem habituel Guéret et le Stade Montois, le S Guérétoise 13e avec 13 points seulement, la Lanterne Rouge, le Stade Montois avec 6 points. Le week-end prochain, ce sera l'occasion de rattraper 3 matchs de la 21e journée qui n'avaient pas pu se jouer en raison de la Coupe. Le CA Neuville va recevoir les Jeunets d'Anglet. La réserve des Chamois sera opposée dimanche au Stade Montois. Et puis l'autre réserve, celle du Pau FC, jouera toujours dimanche à 15h. L'US Chauvigny. On file encore un cran plus bas avec la régionale 1. Nous nous sommes intéressés cette semaine à une rencontre de la poule B, match qui opposait la jeunesse athlétique d'Ille et l'étoile sportive Aiglon-Brivy. Un duel qui s'annonçait très serré et qui a tenu toutes ses promesses, comme vous le prouve ce résumé signé Touami Nassiri. Alors le club de la GIA Île, c'est donc la ville d'Ille se situe à quelques kilomètres de Limoges, dans l'agglomération de Limoges. Donc on est un club qui historiquement a évolué depuis très très longtemps au plus haut niveau régional. Aujourd'hui, le club est composé de 380 licenciés pour 25 équipes. Et on a la chance d'avoir donc nos 3 premières équipes seniors qui sont au niveau régional. Après, équipe 1 en R1, R2 et R3. Donc on fait partie des rares clubs qui ont cette opportunité-là. Donc le match d'aujourd'hui est très très important pour nous parce que justement, il va déterminer un petit peu si on va pouvoir rester à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des équipes R1 qui permettrait de conserver nos équipes réserves qui font un très très bon championnat en début de saison en R2 et en R3. On a privilégié aujourd'hui justement de réunir nos anciens licenciés du club, puisque le club fête ses 80 ans l'année prochaine, et on a la chance aujourd'hui de aussi fêter les 50 ans de présidence de notre président. C'est un petit peu ce qui fait le leitmotiv de ce club-là. On a notre coach de l'équipe première qui est là depuis 9 saisons, ce qui est assez rare aussi à ce niveau-là. Donc c'est ce qui représente à peu près nos valeurs et qu'on essaie de mettre en avant, cet esprit de famille, cet esprit de cohésion. Voilà. Allez les mecs, bon match, on lève les têtes, on est ensemble là, allez les gars. Allez ensemble. Allez. On se donne les gars, on se donne à fond les gars. Allez, les costauds tout de suite. Concentré, c'est hyper important, concentré, rigoureux. Pour la chienne, Pupu. Allez. C'est Brive, premier au classement de R1, qui donne ce coup d'envoi. Ce sont bien les locaux, les premiers à se porter dangereux sur cette frappe de Laïd Boukari qui bute sur le portier adverse, bien placé. À la 13e minute, sur cette passe de Michael Patricio Santos qui centre fort
devant le but, bien suivi par l'attaquant qui bute sur un Yoni Bouguera des grands jours. Les visiteurs réagissent à la 20e minute sur un centre. Le défenseur remet le ballon dans les pieds d'Oussama Belfoul qui trouve le poteau et tout près d'ouvrir le score. Les hommes de Bachir Koucha sont sur leur temps fort et c'est au tour du gardien adverse de s'illustrer sur cette belle frappe. On est quasiment à la fin du temps réglementaire sur ce superbe geste d'Oussama Belfoul est tout près de surprendre le portier adverse. Cette frappe qui finit sur la transversale. On est dans les arrêts de jeu. Il tente une frappe lointaine bien sortie par le portier adverse. Et c'est la fin de cette première période avec un score vierge 0-0. Ce sont les locaux qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Et c'est sur cette somptueuse ouverture que Laïd Boukari se présente seul, mais sa frappe n'est pas cadrée. Les locaux poussent pour réussir à marquer ce premier but sur ce centre bien repris par Lucas Chabassier, mais sa frappe frôle le poteau. Les visiteurs réagissent, mais l'offensive donne rien. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais toujours pas d'ouverture du score. Laïd Boukari tente d'y aller seul avec ses dribbles et enchaîne d'une frappe qui ne sera pas cadrée. On est quasiment à la 85e minute et Abdelkader Boumedienne monte plus haut que toute la défense, mais sa tête touche la transversale. La dernière occasion pour Brive, et c'est sans compter sur ce super arrêt réflexe de Clément Delrieux qui permet aux locaux de tenir tête face au premier du classement Brive et qui finit sur ce beau match 0-0. Oui, on savait de toute façon que qu'en venant ici, ça allait être difficile. Hein. On a débuté le match difficilement. Mais après, voilà, on a quand même, on touche une fois le poteau, une fois la barre en première mi-temps. Mais ce que je disais à la mi-temps, on ne peut pas se contenter de ça. Et on a vu, nous, en deuxième mi-temps, quand on a posé 2-3 fois le ballon au sol, on a été dangereux. Mais c'était trop peu pour 90 minutes. Je pense que sur ce match, on aurait mérité de gagner 1-0 moins, même s'ils ont 2 barres et ils ont 2 poteaux, mais pas fondamentalement sur des actions, donc c'est plutôt nous qui les donnons les poteaux. Mais voilà, je pense qu'on méritait de marquer un but de plus, même si pour moi, dans la situation actuelle, prendre encore un point contre Brive aujourd'hui, c'est bien, ça reste bien. Et surtout le contenu et le contenu du match qui me laisse beaucoup d'espoir pour la fin de saison. Un résumé de match que vous pouvez retrouver bien évidemment dans quelques jours sur la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Vous partagez, vous commentez. Comme d'habitude, on termine cette émission avec l'interview de la semaine. Nous filons dans le district des Deux-Sèvres, plus précisément dans le joli village de Celles-sur-Belle, pas très loin de Niort. Celles-sur-Belle dans l'agglo niortaise, réputée normalement pour son feu d'artifice du 14 juillet, pour son équipe de handball féminin surtout, puisque les joueuses de Celles-sur-Belle, que l'on surnomme les Belles, jouent dans l'élite du handball féminin français en Ligue Butagaz Énergie. Vous avez l'occasion de voir régulièrement les matchs des Céloises sur NATV. Mais Celles-sur-Belle, ce n'est pas que le hand féminin, c'est aussi le football avec une équipe dynamique et ambitieuse. Une équipe qui se lance dans le foot diversifié pour les prochaines saisons grâce à l'obtention d'un tout nouveau terrain synthétique qui va arriver dans quelques semaines. On quitte le studio et on se retrouve comme par magie du côté du stade municipal de la Poissière à Celles-sur-Belle. Et nous passons du studio de La Rochelle au terrain de Celles-sur-Belle. Nous sommes dans les Deux-Sèvres et nous sommes ravis d'être en compagnie d'Alban et d'Olivier, deux représentants de l'entente sportive de Celles-sur-Belle et Vérines. On va tout d'abord donner la parole au président, honneur au président. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, vous nous accueillez en plus avec le soleil aujourd'hui. Exactement, comme d'habitude. Comme d'habitude à Celles-sur-Belle avec Alban qui est secrétaire général du club. Bonsoir Alban. Bonsoir.
Avec Alban et Olivier, avec les illustrations également de Rémi Savary pour voir un petit peu le clubhouse de cette entente. On va rappeler tout d'abord avec le président l'origine et l'histoire du club. C'est une entente qui joue en jaune et noir, une entente entre deux clubs comme ça se fait souvent un peu partout sur le territoire français. Celles-sur-Belle d'un côté, Vérine de l'autre. Tout à fait, c'est une entente qui s'est créée en 96, donc l'entente du stade Célois qui s'est créée en 1921 et de l'US Vérine, donc une entente depuis 96 et depuis 4 ans maintenant, on a récupéré l'intégralité de l'école de foot du canton sous les couleurs de Celle-Vérine. Donc on est un club assez important dans le district des Deux-Sèvres, donc on pèse à peu près 360 licenciés, un peu plus, sur 19 équipes et on joue sur toutes les catégories des U6 jusqu'au U17 chez les jeunes, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et on a aussi des équipes seniors garçons et féminines également. Donc on est vraiment présent sur l'ensemble du foot herbe et la volonté, ce sera de développer un petit peu le foot diversifié la saison prochaine. Donc voilà, on avance depuis quelques années maintenant. Et on va en parler dans un instant du dossier foot diversifié. Voilà pourquoi on est venu aussi dans les Deux-Sèvres pour parler avec Alban de cette volonté de diversifier l'école et la pratique du foot ici à Celle-sur-Belle. Juste un petit mot, puisqu'on a parlé des couleurs jaune et noir. C'est quoi? C'était pour fâcher personne? Il y avait Vérine en noir ou en jaune et l'autre club où ce sont des couleurs qui ont une origine différente. Vous le savez, Président? Pas du tout, aucune idée. Les couleurs de la commune, c'est plutôt jaune et bleu. Donc que ce soit nous ou le hand, personne ne joue dans ces couleurs-là. Mais non, aucune idée. Ça a toujours été historiquement, le stade Célois était toujours en jaune et noir. Donc je pense que ça a été repris parce que le stade Célois était plutôt dominant que l'US Vérine. Donc je pense qu'on est resté là-dessus pour ces raisons-là. Et on a pas mal parlé du handball pour ceux qui ne le savent pas. D'ailleurs, c'est à vif régulièrement sur les antennes de NATV. Mais il y a juste derrière nous, c'est collé, le club de handball de Celle-sur-Belle, club féminin qui joue en première division dans l'élite du handball féminin français en Ligue Butagaz Énergie. Malgré tout, Président, ce sont vous, tout simplement les plus nombreux licenciés de la ville de Celle-sur-Belle. C'est le foot, c'est pas le hand. Exactement, oui, depuis quelques années, c'est nous les plus nombreux sur Celle. Beaucoup d'associations sur Celle et nous, en termes de nombre, on est les plus nombreux aujourd'hui. Donc, mais le hand a une dimension qu'on n'a pas aujourd'hui. Et voilà, on est très très fiers de les avoir à côté de nous. On va les supporter de temps en temps. On les voit pas beaucoup chez nous, mais nous, on est de temps en temps chez elles. Donc on est content de les avoir avec nous et on a une municipalité qui suit vraiment toutes les assos. Une vraie ville associative, donc c'est hyper important pour nous. Et on est très fiers de ça, ouais. Pas de concurrence entre le hand et le foot, puisque vous êtes séparés de 5 mètres. Heureusement qu'il n'y a pas de guerre. Alban, comme Olivier le disait, vous êtes les premiers supporters et les premiers aussi à aller en famille ici au club encourager les Céloises. C'est exactement ça, ouais. On arrive régulièrement à aller les voir jouer quand nos calendriers de foot nous le permettent, et d'aller faire un petit tour à la Clameur assez régulièrement dès que l'occasion se présente. Ça reste du beau spectacle, ouais, c'est ça, ouais. Le hand féminin juste à côté à 5 mètres, on le disait. Et là, sous nos pieds, Olivier, il va y avoir dans quelques temps du changement, puisque vous faites partie, Saïd Njimi nous l'a dit régulièrement dans l'émission, la volonté aussi de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et des municipalités de se tourner vers le synthétique. Vous faites partie des clubs qui ont pris cette option-là et ça va être important dans ce qu'on va évoquer tout à l'heure avec le foot diversifié. Cette pelouse ici va se transformer en gazon synthétique. Oui, tout à fait. C'est un projet qui va aboutir. C'est un projet qu'on a depuis quelques années avec la nouvelle équipe municipale, donc avec le soutien de Saïd Njimi qui était venu ici en mairie pour participer un petit peu à l'élaboration du projet. Donc oui, en effet, aujourd'hui, comme je vous disais, on est 360, donc très nombreux. Les terrains en herbe très compliqués à entretenir. Donc on va passer sur cette nouvelle surface, on espère début septembre ou allez, on va dire début octobre. Donc ça nous permettra d'avoir toutes nos catégories, toutes nos équipes sur ce terrain-là. Donc on est super fiers de ça. Donc vraiment, la municipalité a été hyper à l'écoute là-dessus. Vraiment, quand on a proposé le dossier, ils ont dit bah oui, on peut peut-être y réfléchir, on peut y aller parce que vous êtes aujourd'hui un club important. Donc franchement, je souhaite les remercier là-dessus. Ça a déjà été fait, mais si on peut le faire en direct, moi ça me va bien. C'est vraiment une belle innovation pour nous, une nouvelle page qui va se tourner pour le club. Donc on travaille très fort pour que ça se présente bien la saison prochaine et qu'on puisse avancer tous ensemble. Ouais. On a parlé du foot diversifié, mais autre donnée importante, c'est celle des restrictions d'eau, puisqu'on le sait, le département des Deux-Sèvres est un des départements touchés régulièrement par les restrictions, et ça va aussi vous faciliter la vie, parce qu'il pourra y avoir du foot tout le temps, tout le week-end, ici sous nos pieds. Oui, tout à fait, on était un peu spécialiste. Quand il faisait sec chez nous, le terrain n'était pas jouable. Quand il pleuvait, il n'était pas jouable non plus. Je pense qu'on doit être recordman des Deux-Sèvres sur les arrêtés. Donc voilà, quand on fait le bilan, quand on réfléchit à tout ça, aujourd'hui les conditions météo fait qu'un terrain en herbe c'est très compliqué à entretenir. Donc passer au synthétique, c'était la décision, je pense, la plus judicieuse pour le club, pour tout le monde, même la municipalité
a vu l'intérêt de ce projet-là. Donc on est très très fiers de ça. On sera dans le sud de Sèvres, un des seuls terrains synthétiques. Donc on est super content de pouvoir accueillir toutes nos catégories ici, tous nos gamins, et pas se poser de questions. Il y aura des matchs du samedi matin au dimanche soir ici. Donc on est super fiers de ça et vraiment on a hâte que ça arrive maintenant. Et juste avant de passer la parole à Alban pour parler du projet du foot diversifié, un petit mot quand même sur l'équipe Fagnon, sur l'équipe senior, en quelle catégorie elle joue pour ceux qui ne connaissent pas le club, et est-ce qu'il y a des projets à court et moyen terme pour cette équipe Fagnon? L'équipe Fagnon aujourd'hui elle joue en R3, enfin aujourd'hui depuis un petit moment maintenant on est au niveau régional, donc on a connu un début de saison un petit peu compliqué en termes de résultats, mais jamais en termes de présence et d'investissement, donc c'est vraiment ce qui est important. Après on le dit souvent, chez nous on ne juge pas le club forcément au résultat de l'équipe Fagnon, c'est important pour nous de construire. On forme nos éducateurs, on fait évoluer nos gamins vers le niveau régional. Pour nous, c'est aujourd'hui le plus important. L'équipe Fagnon, c'est bien, mais c'est pas que ça, un club. Aujourd'hui, c'est qu'une équipe sur 19. Donc vraiment, on évolue bien. La R3, c'est vraiment un milieu qu'on connaît. On souhaite vraiment se stabiliser sur nos nouvelles infrastructures et grandir, mais on grandira via l'école de foot en priorité. Aujourd'hui, nous, c'est notre fonctionnement à nous, c'est nos choix. Donc, mais l'équipe R3 fonctionne bien, il y a beaucoup de monde à l'entraînement, on est 35 en moyenne, voire 40 le vendredi. Donc non, il y a une belle dynamique sur l'ensemble du club et la R3 fait partie de cette dynamique-là, donc on est content de ça. Vous ne faites pas partie des clubs qui ont été impactés par une perte de licenciés depuis le Covid? Pas du tout, au contraire. Nous, on a toujours maintenu depuis 3-4 ans maintenant entre 350 et 360. L'objectif, c'est d'être 400 l'année prochaine avec les nouveaux projets qu'on a. Mais vraiment, l'idée, c'est aussi de rester local, de faire jouer les gamins qui sont de chez nous, les faire jouer chez nous. On n'ira pas chercher ailleurs ce qu'on a chez nous, ça c'est très clair. Donc voilà, on est content des valeurs qu'on essaie de prôner auprès de nos gamins. On les fait grandir sportivement, on espère qu'humainement, ils s'y retrouvent aussi. Donc vraiment, c'est un projet global. Et on peut compter sur une équipe vraiment de dirigeants qui est impliquée là-dessus et aussi vraiment de partenaires qui nous suivent un petit peu dans nos délires, mais c'est un peu ça, dans nos envies, dans nos idées. Donc un vrai soutien de l'ensemble de la communauté de Selles, donc vraiment c'est vraiment bien ça. Et bravo Président pour le travail. On va parler avec Alban de la suite et de ce projet à très court terme, puisque ça va arriver très vite mine de rien, mais d'abord Alban, comme on le fait régulièrement, on sait que le football sans les bénévoles, le football n'est pas grand-chose. Le poste de secrétaire général, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs de l'FNA en quoi ça consiste exactement? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, je tiens à souligner que je suis aidé dans cette tâche par un autre secrétaire, Nicolas, parce que tout seul, sur le nombre de licenciés qu'on a maintenant, c'est devenu injouable. Donc on se partage les tâches entre les licences, les reports de matchs, les suivis de formation, les arbitrages, tout ça, il y a vraiment plein de trucs à faire. Donc là on est deux sur, pas plein temps, on va pas dire un plein temps non plus, parce qu'on a quand même un travail, hein, mais on passe beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Donc, mais très prenant, mais super intéressant. Alors on va se redécaler un petit peu avec Alban pour être face à la caméra d'LFNA TV, parce qu'Alban, c'est aussi important de faire passer le message aujourd'hui. Il y a le foot diversifié qui arrive et qui va se développer très vite et très fort, on l'espère, du côté de Celles-sur-Belle. Qui dit foot diversifié, donc évidemment avec le nouveau terrain synthétique, ça va pouvoir multiplier les disciplines. On va peut-être commencer d'abord avec le futsal, parce que j'ai vu, alors même si ça ne sera pas forcément sur le synthétique, bien évidemment, ça sera derrière chez nos voisines du hand, mais le futsal, j'ai vu quelques posts sur les réseaux sociaux récemment, vous cherchez notamment des joueurs capables d'être dirigeants. C'est ça. Donc on a déjà le créneau, on l'a l'année en fait, le créneau dans la belle salle de Celles-sur-Belle. Il nous manque juste, surtout, c'est la personne qui va gérer cette équipe-là, quoi. Pas forcément un coach à part entière, ça peut être un joueur qui s'en occupe. Il peut jouer, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est vraiment plus s'occuper vraiment du à côté plutôt que du football par lui-même en fait. Et ça c'est très difficile à trouver maintenant de nos jours. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. En même temps, si vous trouvez, il pourra se mettre titulaire automatiquement. Et avec le brassard de capitaine en plus. Il pourra doubler sa prime. Donc le futsal, évidemment, ça c'est l'un des plus connus des sports diversifiés du football. Il y a le footnet. Nous, on a déjà fait des reportages dans LFNA TV, mais tout le monde ne connaît pas le footnet. Alors je vais peut-être me tourner d'ailleurs vers le président, parce que j'ai entendu dire en off que c'était peut-être lui qui allait s'en occuper. Le footnet, c'est un mélange clairement de foot et de tennis. Parce que c'est le plus technique du club. Il faut être technique au footnet. C'est un peu ce qu'on appelait avant le tennis-ballon, mais un peu réadapté. Exactement, c'est du tennis-ballon. C'est un joli mot, footnet, un peu en anglais. Mais non, c'est du tennis-ballon. L'idée, c'est de proposer ça. On a le matériel à disposition, on a tout ce qu'il faut. Donc,
On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme discipline diversifiée. C'était dans le cadre de nos échanges aussi avec M. Njimi quand il était venu. Pour les dossiers du terrain, voilà, on avait parlé de foot diversifié, ça en faisait partie. Donc on s'est lancé un peu dans l'aventure, on verra, on va découvrir ça tous ensemble. Mais l'idée, c'est de capter des gens qui aujourd'hui ne sont pas chez nous et ont encore envie de toucher un tout petit peu le ballon. Donc le footnet, c'est une des 3 ou 4 disciplines qu'on va proposer la saison prochaine. Ouais. Alors le plus technique est au footnet et paraît-il le plus feignant est au foot en marchant, Alban. C'est surtout que je l'ai croisé. Non, le foot en marchant, ouais, c'est une discipline très peu connue en France, qu'on appelle aussi walk-in football. Ça nous vient d'Angleterre, plus dirigé à la base pour les personnes pas forcément retraitées, mais on va dire d'âge un peu plus senior. Sauf que maintenant ça commence à se répandre un peu sur tous les âges. Donc ça reste du football, la pratique n'est pas dénaturée du tout, juste du sens du placement et un peu de toucher de ballon. Et c'est vraiment très intéressant à pratiquer. Donc là, on est en contact avec 1 ou 2 associations du département pour faire une journée asso, pour qu'ils viennent nous présenter carrément leur asso. Je pense que ce sera plus parlant pour tout le monde de faire un essai avec un club qui a l'habitude de le pratiquer, quoi. Et ça cartonne outre-Manche, hein. On sait, du côté de l'Angleterre, c'est même très suivi, ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année, donc on espère la même réussite en France, mais ça permet pour les 7 à 77 ans, comme on dit, et même plus de jouer. Et puis autre discipline de foot diversifiée qui là aussi peut plaire à tout le monde, notamment aux familles, c'est le foot fit. Alban, ça aussi, ça peut arriver très vite du côté de Celles-sur-Belle? Ça va arriver très vite, oui. On a quelqu'un dans l'entourage du club, un de nos anciens joueurs qui le pratique déjà un peu sans le ballon, mais à titre perso. Donc il va venir nous épauler dans cette tâche. Donc ça peut aussi bien convenir aux hommes qu'aux femmes. Donc ça va être un peu, pour résumer simplement, ça va être un peu de la gymnastique avec le ballon, rythmé par de la musique. Donc un mélange un peu de football, zumba, gym, un peu tout ça mixé, quoi. Donc je pense que ça peut faire un bon mélange et à voir si ça accroche à celle. Mais on va proposer des séances gratuites au début pour essayer aux mamans de joueurs, pour voir si potentiellement on peut capter un public différent et peut-être plus féminin, ouais, à voir. C'est aussi le but du jeu, Président, c'est de faire venir tout le monde, toute la famille entière du côté de Celles-sur-Belle, que personne ne se sente lésé. Il y a la maman ou le papa qui peut faire du foot fit, du foot en marchant, l'enfant qui peut s'entraîner, comme tout le monde sera au même endroit avec le synthétique. C'est le but du jeu que Celles soit une grande famille, enfin Celles-Vérines soit une grande famille. Oui, tout à fait. Enfin, l'esprit convivial et familial, on souhaite le garder. Ça fait partie aussi de ces objectifs-là, de faire un peu des activités transverses. On voit que les mamans, quand elles emmènent les petits à l'entraînement, elles passent 1h30 autour du terrain, pas savoir forcément quoi faire. Donc pourquoi pas leur proposer du fit foot en attendant. Voilà, c'est une idée. Après, on a déjà quelques demandes, donc pourquoi pas, même si elles sont 5, 6, 7, très bien, on y va. L'idée, c'est vraiment de se sentir bien à Celles-Vérines et de trouver sa pratique et trouver son petit plaisir chez nous. Donc on va essayer de proposer le maximum de choses et on fera le bilan un petit peu plus tard. Alban, pour ceux qui écoutent et regardent LFN TV et qui semblent intéressés par tous ces projets, le plus simple, c'est quoi? C'est de venir au club. En plus, il fait beau de se déplacer directement. C'est d'aller sur les réseaux sociaux. Comment on fait pour se renseigner et vous contacter? Alors pour ça, je pense qu'on va attendre la rentrée prochaine, qu'on ait notre beau et nouveau terrain. Et après, on va communiquer assez largement sur les réseaux. Et en faisant même, je pense, peut-être pas un mois entier, mais je pense sur quelques semaines, carrément des dimanches entiers pour essayer ces pratiques-là, pour voir avant de s'engager sur quel que soit. Sachant que chez nous, du coup, en prenant une licence, ce qu'on appelle loisir, on aura accès à ces 3 disciplines, que footnet, foot en marchant et fit foot. On n'aura pas à choisir forcément. La licence couvrira les trois activités. Donc on pourra aussi bien faire du tennis ballon et glisser sur le foot en marchant en fin de matinée. Il n'y aura pas de souci pour tout le monde. Donc on va essayer de faire carrément des séances d'essai, quoi, pour que tout le monde puisse venir essayer et connaître les pratiques avant de s'engager, quoi. Avec l'avantage de pouvoir effectivement toucher à tout et choisir la discipline préférée à la fin. On suppose, Olivier, pour terminer, qu'il va y avoir une fête, quelque chose quand même pour l'inauguration du synthétique.
Oui, on prépare ça un petit peu dans notre tête depuis longtemps. Donc on espère en octobre faire une belle inauguration. Après, on aura aussi les 100 ans du club. Avec le Covid, ça a été un peu repoussé, mais le club de Selles a été créé en 1922. Donc on va fêter les 100 ans cette année. Donc ça sera en mai ou juin 2024. Donc non, des fêtes, on va en faire quelques-unes. L'inauguration en fera partie parce que ça fait longtemps qu'on y pense. Le centenaire, c'est aussi une grosse fête. Il y aura aussi la fête du club qui fera son retour l'année prochaine. Voilà, où on a une première édition qui était un succès l'année dernière. Donc plein de choses, des choses à fêter, on en trouve toujours. Hein, et ça, c'est pas un souci ici. Donc, mais oui, l'inauguration du terrain, ça va être un événement important, que ce soit pour nous, les nouvelles générations, et aussi pour les générations d'avant. C'est important de marquer le coup aussi avec tous ceux qui nous ont soutenus dans ce projet-là. Alban, 100 ans du club, un nouveau terrain, de nouvelles activités. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre? C'est déjà pas mal. C'est déjà, je pense, plus que correct. Là, on est en dossier on est en train de faire les dossiers labels. Donc si on peut les avoir au passage, là, ce sera la petite cerise sur le gâteau, quoi. Tout ce qui manque, président, le dossier label? Oui, le dossier label, c'était un objectif il y a quelques années. Après, on n'y travaillait pas forcément, on voulait structurer. Il s'avère qu'en structurant, finalement, on coche quand même pas mal de cases sur les labels, que ce soit les labels jeunes, école de foot féminin ou le label senior. Donc on est vraiment tout près du but. Ça serait vraiment, comme le dit Alban, la cerise sur le gâteau. Ça serait vraiment beau, ça serait vraiment chouette pour le club. Après, c'est pas une finalité en soi, on continuera à travailler même si on ne l'a pas. Mais oui, ça peut être une belle surprise dans quelques semaines. Ouais. Et en tout cas, on vous souhaite évidemment de concrétiser tous vos projets, d'avoir énormément de monde. On rappelle, allez voir un petit peu sur les réseaux sociaux, allez vous renseigner pour voir toutes les activités de foot diversifiées à venir du côté de Selles-sur-Belle où la vie est belle, le soleil est magnifique, je peux vous dire, c'est une vraie carte postale aujourd'hui. En plus, la ville est quand même assez jolie, donc n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à nos amis de Selles-sur-Belle et on remercie chaleureusement les deux hommes qui nous ont accueillis aujourd'hui. Le président Olivier, merci président. Merci à vous, merci d'être venu, de parler un petit peu de nous. Voilà, vraiment, je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui sont autour du club. Voilà, un club, c'est vaste, il y a beaucoup de travail, mais les dirigeants, les bénévoles, on a un club beaucoup sur le bénévolat. Voilà, la municipalité, les partenaires aussi qui nous suivent. Vraiment, je tenais vraiment à remercier tout le monde parce que c'est le travail de tout le monde. Un club qui fonctionne, c'est pas 2-3 personnes. Hein, à 2-3, on fait pas grand-chose. Donc tous ensemble, on y arrive. Donc j'espère que ça va durer comme ça encore bien longtemps. Et merci beaucoup à Alban. Alban, un dernier petit mot aussi en tant que secrétaire général. Je suppose que vous êtes 100% d'accord avec le discours du président. C'est ça, il n'y a pas grand-chose à rajouter, il a tout résumé. Donc merci à vous d'être venus, de nous avoir mis en lumière aujourd'hui. C'est toujours sympa, toujours agréable de faire ça. Donc non, il n'y a rien à rajouter. Hein. Il a tout dit, le président. C'est pour ça qu'il est président. Et on va peut-être pas oublier, parce qu'on a parlé du co-secrétaire qui aide évidemment Alban au quotidien et chaque semaine, mais on a oublié un peu de citer le co-président. On va le faire, sinon c'est moi qui vais me faire disputer. Exactement, donc co-président qui est avec moi, qui m'accompagne depuis maintenant 4 ans, donc Arnaud Thomas, donc il ne pouvait pas être dispo aujourd'hui parce qu'il est occupé, mais vraiment c'est vraiment une équipe, il en fait partie. Sans lui, on n'aurait sûrement pas pris les mêmes décisions. Donc voilà, c'est une belle équipe de dirigeants, c'est une belle équipe, c'est un co-président sur qui on peut s'appuyer. C'est vraiment bien, c'est un vrai binôme. Donc moi je suis super content de ce qui s'est passé. Donc j'espère que ça va continuer encore comme ça. Merci beaucoup messieurs et longue vie au club de Selles-sur-Belle et de Vérines, l'entente sportive Selles-sur-Belle-Vérines. Et on remercie chaleureusement toute l'équipe du club de l'entente sportive Selles-sur-Belle-Vérines qui nous a accueillis avec chaleur du côté du stade municipal de la Boissière. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre club qui a fait le pari du synthétique. C'est un club du district de la Creuse, l'avenir sportif de Gouzon. On aura le président du club pour parler là aussi de l'arrivée d'un terrain synthétique qui va peut-être tout changer et peut-être permettre d'ailleurs à Gouzon de se lancer dans le foot diversifié. On vous dira ça la semaine prochaine. LFNA TV numéro 87, c'est désormais terminé. Je remercie notre réalisateur Paul Maison-Regnault. C'était sa dernière du côté de La Rochelle et de LFNA TV. On lui souhaite évidemment le meilleur pour ses nouvelles aventures. On garde en revanche notre chef d'édition Rémi Savary qui était entouré ce soir par Toimi Nassiri et Florian Sabatier que je remercie. Je vous remercie vous pour votre fidélité. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les aventures du foot néo-aquitain et on vous en remercie chaleureusement. Bien évidemment, continuez de partager et de commenter nos émissions. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, très bonne soirée, très bonne semaine à tous et n'oubliez pas le dicton habituel, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.